Bonsoir ou bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous à travers tous les océans ou presque pour cette émission spéciale Zika, émission proposée par France O et Les Premières. Point de départ de ce rendez-vous, un état des lieux. On va se faire une idée de la présence du Zika en Outre-mer. 4 des 9 territoires ultramarins ne sont pour l'heure pas concernés par le Zika. Regardez, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte ainsi que la Nouvelle-Calédonie n'enregistrent à ce jour aucun cas. Plus aucun cas en Polynésie depuis 2014. En revanche, la Réunion, dans une moindre mesure, mais surtout la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane y sont actuellement confrontés. La Martinique étant la plus durement touchée avec pas moins de 17 990 cas depuis le début de l'épidémie. Et on va s'y rendre précisément en Martinique dans le courant de cette émission. C'est la force de notre réseau. Escale également en Guyane ainsi que sur l'île de la Réunion afin de voir comment elle s'est relevée de l'épisode chikungunya. Réunion où l'on retrouvera Patrick Cerveau, ancien président de l'IRT, île de la Réunion Tourisme. Évidemment, d'autres invités en plateau nous apporteront leur éclairage. Chercheur à l'Institut Pasteur, gynécologue, journaliste et spécialiste santé-médecine du groupe France Télévisions. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'apporter votre contribution à cette émission spéciale. Mais avant cela, on va vous entendre. Le Zika à vos yeux, qu'est-ce que c'est? Quelles sont vos craintes? Écoutez. Alors, je vais fermer grand bonnet, je vais fermer la grand bonnet parce que les moustiques entrés, ma pâté ça, non, c'est Zika. On entend dire des choses, on entend parler d'épidémie, mais on n'a pas plus d'informations là-dessus. Mon sentiment, c'est qu'au niveau des mesures politiques, il n'y a rien que voilà, on fait partie des oubliés. Qu'est-ce qu'on va faire de nos patientes, nos femmes qui sont ici et quels sont leurs devenirs, qu'est-ce qu'on va décider pour elles? On vous dit que ça, c'est dans de l'eau propre que ça tient. Alors donc je laisse pas de l'eau. Nous sommes caïs Martinique, mais nous pas connaître Zika, nous pas monde pas connaître. Je dis ça mais nous pas voir qualité mais Bonsoir Annabella Fayou. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur. Plusieurs responsables d'autorités sanitaires américaines indiquaient tout récemment que le Zika s'avérait plus inquiétant que prévu. Est-ce également votre avis ? En fait, Zika, c'est un virus transmis par des moustiques qui, à l'image de la dengue, du chikungunya, se répand très très vite. Il est arrivé il n'y a pas longtemps en Amérique et aujourd'hui, il y a plus de 1,5 million de cas. C'est inquiétant dans le sens en fait que Zika avait des symptômes au départ très très bénins. Et aujourd'hui, on est face à des complications, des microcéphalies, du syndrome de Guillain-Barré. Et dans ce sens-là, c'est très inquiétant, oui. Merci, docteur Beau, à vos côtés. Bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricien au CHU de Lausanne en Suisse, spécialiste de la question Zika et grossesse. On va évoquer dans un court instant et en détail l'impact du Zika sur les grossesses. Mais est-ce qu'après la dengue, après le chikungunya, on s'attendait à évoquer avec tant de gravité la piqûre de moustique sur une femme enceinte ? Non, parce que les virus précédents que vous avez mentionnés n'ont pas montré de tel impact sur les fœtus, ou en tout cas pas dans une mesure aussi grande. Je crois que c'est la première fois qu'on a un virus qui s'attaque de manière aussi intense au fœtus. Jean-Daniel Flézaquier nous accompagne également pour cette émission. Bonsoir. Bonsoir Karine. Vous êtes journaliste et consultant spécialiste santé-médecine à France Télévisions. J'ai envie de vous demander d'entrée de jeu, est-ce que le reste du monde, au-delà des territoires touchés, se sent aujourd'hui concerné par le Zika ? Je crois que les Américains, justement, commencent à se dire qu'il faudrait peut-être qu'ils regardent ce qui va se passer. Parce que les moustiques ont une particularité, c'est qu'ils ne connaissent pas les frontières et les virus non plus. Et que la meilleure façon de se préparer, c'est surtout de ne pas mettre la tête dans le sable. Et de se dire que ça peut arriver parce que, avec notamment les problèmes de réchauffement climatique, et je pense que notre spécialiste de Pasteur ne me contribuera peut-être pas, certains moustiques qu'on ne voyait pas dans certaines latitudes peuvent peut-être un jour migrer, ou alors le virus peut changer de transporteur, peut changer peut-être de moustique. Un virus sans frontières, c'est précisément ce qu'on verra tout au long de cette émission. Alors on va tenter de démêler le vrai du faux concernant ce virus. Beaucoup d'entre vous se posent des questions tout à fait légitimes concernant le Zika. Cécile Baquet nous apporte donc un éclairage à ce sujet. Voyez son reportage. 6 questions autour du Zika.
Les symptômes du Zika sont bénins. C'est vrai, les 3/4 des personnes infectées par le virus ne développent aucun symptôme. Les autres peuvent avoir de la fièvre, des maux de tête, ressentir une grosse fatigue, des douleurs articulaires ou des boutons. Le Zika peut donner un petit crâne au fœtus. C'est la microcéphalie, une taille anormalement petite du crâne à la naissance qui provoquera un retard de développement moteur et intellectuel de l'enfant. Au Brésil, le Zika a causé déjà plus de 900 cas de microcéphalie. Les femmes enceintes n'ont rien à craindre du Zika. Et oui, les femmes enceintes doivent absolument se protéger du Zika pendant toute leur grossesse pour ne pas avoir d'enfants microcéphales. Le risque est plus élevé pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Le Zika peut s'attraper lors de rapports sexuels. Bon, le Zika est principalement transmis par le moustique, mais plusieurs cas de transmission sexuelle de l'homme vers la femme ont été rapportés, dont 6 aux États-Unis. Le moustique tigre transmet le Zika. Et cela inquiète les scientifiques car ce moustique est une espèce invasive, Aedes albopictus, c'est son nom, est présent en Europe et en Asie du Sud-Est. Il transmet des virus et il a tendance à se multiplier. Moustique, et je m'adresse particulièrement aux moustiques tigres. Rejoignez-nous dans les villes. Il y fait chaud, les humains y sont nombreux et la ponte y est facile. Un vaccin contre le Zika n'est pas possible. Plusieurs instituts comme Pasteur ou le laboratoire Sanofi travaillent en ce moment à la mise au point d'un vaccin. Mais le temps d'y parvenir et d'obtenir ensuite les autorisations de mise sur le marché, 2 ans au moins seront nécessaires. Annabella Fayou, 2 années au moins avant d'espérer un vaccin. Certains experts brésiliens en évoquent 3. Votre avis ? Mais je pense que ça prendra beaucoup de temps et d'ici que le vaccin soit commercialisé, je pense que l'épidémie de Zika en Amérique sera terminée. Donc trop tard pour l'épidémie en cours. Exactement. Et beaucoup de temps, c'est combien ? Ça va être 2-3 ans, hein. Vraiment, on est dans les délais. Ça prend du temps et puis ensuite il y a différentes phases d'évaluation pour lesquelles en fait c'est incompressible. Et donc forcément aujourd'hui, la seule alternative qui nous reste, c'est vraiment lutter contre le moustique et diminuer les densités de moustiques de façon à ce que le risque de contracter le Zika soit au minimum. Docteur Beau, la microcéphalie, taille anormalement petite du crâne à la naissance, on vient de l'entendre dans le vrai faux de Cécile Baquet. Est-ce que la malformation existait déjà sous cette forme avant le Zika ? Alors oui, c'est une malformation très bien connue en médecine fœtale, mais induite par un virus qui se transmet par la moustique, ça avait très peu été vu jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent mener à une microcéphalie, des problèmes génétiques, d'autres pathogènes peuvent induire ce type de malformation. C'est la première fois qu'on a une si grande densité de cas en si peu de temps. D'où l'inquiétude. D'où l'inquiétude. Il faut peut-être ajouter que ce n'est pas seulement que le crâne qui est petit, c'est les tissus à l'intérieur, le cerveau qui lui aussi a un développement anormal. C'est surtout le cerveau qui s'est arrêté de grandir à un moment donné. Ça se passe en interne en fait, à l'intérieur de la boîte crânienne. Nous on le voit extérieurement avec une taille... Exactement. C'est le virus qui a mené un stop de la croissance du cerveau. Exactement. Très bien. Allez, je vous propose de partir à la rencontre de 2 Martiniquais. Le Zika, ils ne le connaissent que trop bien. Ils ont été piqués par un moustique infecté. Et ils nous racontent ce que l'on vit, ce que l'on ressent lorsque l'on a contracté le virus. Le reportage est signé Gilles Filliot et Marc-François Calmeau, Martinique Première. Marc a eu le Zika il y a 1 mois. Subitement, il a eu l'impression d'avoir de la fièvre et une grosse fatigue, comme un début de grippe. J'étais assis dans mon canapé et en me touchant l'épaule, j'ai senti que ma peau était granuleuse. Et en regardant, j'ai vu quelques éruptions cutanées. J'ai tout de suite pensé au Zika. Et puis, en l'espace de 10-20 secondes, mon corps était totalement recouvert de boutons rouges. 1 mois plus tard, Marc ressent toujours une fatigue permanente. En me réveillant, j'ai toujours cette sensation de fatigue, de sommeil. Et toute la journée, je sens cette fatigue, ce sommeil-là, qui est pas particulièrement gênant, mais qui peut être un petit peu handicapant. La taille donc du crâne du bébé est tout à fait conforme à ce que l'on attend pour ce terme-là. Donc la tête du bébé va très très bien. Jennifer est à la 22e semaine de grossesse. Elle a eu le Zika il y a 2 mois. Pourtant, elle se protégeait des moustiques. En voyant les boutons sur mon visage et ma poitrine, je me suis dit que j'ai le Zika. Et j'ai été à la MFME où on m'a prélevé
Et par la suite, j'ai eu les résultats, c'était bien ça. Enceinte et atteinte du Zika, Jennifer bénéficie donc d'une échographie par mois, un rendez-vous qu'elle appréhende. Je stresse pas trop, c'est plus quand j'arrive dans la salle d'attente, ça commence à monter. Et une fois couchée sur la table, on me dit « Votre bébé va bien, je suis contente ». L'épidémie de Zika est toujours en cours, même si Marc et Jennifer traquent les gîtes à moustiques et utilisent des sprays. L'Aedes aegypti continue à proliférer. Seule une véritable lutte antivectorielle relayée par tous les Martiniquais permettra d'endiguer cette maladie. Voilà, ici, ces personnes peuvent nous raconter ce qu'elles ont ressenti. Beaucoup en seraient incapables. Et pour cause, regardez, le Zika n'est symptomatique que dans 18% des cas environ. En clair, la majorité des personnes touchées ne ressent absolument rien. Vous qui nous regardez êtes peut-être atteints par le Zika sans même le savoir. En revanche, et c'est tout le drame de ce virus, les fœtus, ils sont extrêmement sensibles. On en a parlé tout à l'heure. En Martinique, 130 femmes enceintes ont été piquées par un moustique infecté. L'une d'entre elles a transmis le Zika à son bébé. Il souffre désormais de microcéphalie. Sur l'île, on va donc partir retrouver Catherine Gagnier-Cléon pour un point précisément sur cette situation. C'est dans la clinique juste derrière moi que le premier cas de microcéphalie a été enregistré en Martinique. Une jeune patiente qui a donc contracté le virus durant le premier trimestre de sa grossesse, d'où des lésions importantes, lésions particulièrement au niveau du cerveau du fœtus. Le constat est sans appel, on se dirige vers une interruption de grossesse. Concernant la surveillance médicale en Martinique, le système est plutôt bien rodé. Il n'y a pas de surbooking dans les plannings. Les rendez-vous sont pris à temps. Les résultats sont donnés aussi à temps. C'est ce qui inquiétait particulièrement la communauté médicale. Mais il y a encore une faille dans ce système. C'est le remboursement à 100% de l'échographie de 22 semaines qui n'est toujours pas mis en place. Docteur Beau, s'agissant de la surveillance de ces femmes enceintes qui ont contracté le virus en Martinique comme ailleurs, la ministre de la Santé a préconisé d'augmenter le nombre d'échographies. Est-ce que cela garantit un diagnostic infaillible ? Il faut déjà repérer les patientes qui sont devenues positives, c'est une première étape, et puis ensuite leur offrir un ultrason, une échographie de manière régulière, et nous on recommande une fois par mois. On a une femme enceinte en Guyane. Le Zika n'a été mis à jour, entre guillemets, que lorsque son bébé est né et a présenté une microcéphalie. Ça veut dire qu'elle n'a pas été suffisamment suivie ou qu'elle n'avait pas de symptômes du Zika, c'est pour cela qu'on ne l'a pas su? Alors peut-être elle n'avait pas de symptômes, mais il faut aussi savoir que les outils diagnostiques sont en train d'être développés. Donc on ne pouvait peut-être pas dans son cas diagnostiquer plus précocement à ce moment-là. Quand on parle d'une échographie par mois, est-ce que par exemple, en Martinique, où l'épidémie actuellement bat son plein, est-ce que ça veut dire que toute femme enceinte, qu'elle ait été piquée ou pas piquée, doit se bénéficier de cette surveillance mensuelle? Ou est-ce qu'il faut le réserver seulement à celles qui pensent avoir été piquées et sur lesquelles on va faire diagnostic? Le problème, c'est que celles qui pensent avoir été piquées, c'est celles qui ont fait des symptômes. Oui. Comme 80%, plus de 80% de la population reste asymptomatique, ne développera pas de symptômes, il est très difficile de savoir est-ce que j'ai été piqué, est-ce que j'ai été infecté ou pas par le virus. Et les outils diagnostiques étant en train de se développer, toute la population n'a pas accès forcément, les laboratoires sont submergés, toute la population n'a pas forcément accès à ces outils diagnostiques. Donc on ne peut pas surveiller toutes les femmes enceintes, finalement, c'est cela votre réponse? On ne peut pas surveiller d'un point de vue prise de sang, sérologie, je pense actuellement encore toutes les femmes enceintes. Mais on peut faire une échographie tous les mois, toutes les femmes enceintes. Une échographie tous les mois me paraît tout à fait raisonnable et ça permet de repérer le développement de malformations cérébrales. Sauf que la prise en charge n'est pas la même pour les femmes enceintes atteintes par le Zika et les femmes enceintes, malheureusement. Annabella Fayou, la propagation et les conséquences inattendues du virus vous poussent à travailler dans l'urgence. La priorité, à l'heure où nous parlons, elle est où? La priorité est d'essayer d'éradiquer ou contrôler les populations de moustiques. Vous avez en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, une seule espèce de moustique qui transmet, c'est Aedes aegypti. Vous avez à La Réunion et à Mayotte une autre espèce de moustique qui est Aedes albopictus. Donc ces deux moustiques, en fait, sont les acteurs principaux. Il y a certains qui transmettent très bien, il y a certains d'autres moins bien. Donc il faut essayer de comprendre, en fait, comment la transmission se passe pour pouvoir cibler, en fait, une chose importante, c'est l'éradication ou le contrôle des gîtes à moustiques. Et c'est
ce contrôle de gîte à moustiques s'est fait de façon traditionnelle et continue par les pays d'outre-mer. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés toujours à la dengue. Et l'an passé, c'est le cas actuellement à La Réunion, qui est touché par la dengue. Également à chikungunya. Donc, ils ont développé des réflexes d'essayer de limiter les densités de moustiques. Alors regardez, selon une étude réalisée en Polynésie, le risque de microcéphalie lors du premier trimestre de grossesse est de l'ordre d'1% en cas d'infection. Ce n'est pas énorme a priori, mais à l'échelle d'une population évidemment, l'on obtient rapidement des chiffres affolants. On le verra tout à l'heure avec l'exemple brésilien. Et à la frontière brésilienne précisément, la Guyane, on l'a vu en début d'émission, est également concernée par le Zika. Qu'en Mayotte, les femmes enceintes y sont suivies et la prévention est plus que jamais de mise, d'autant que beaucoup, dans des zones reculées, n'ont tout simplement jamais entendu parler du virus. Je vous propose ce reportage signé Catherine Boutet de Guyane Première. C'est la dernière ligne droite pour Esther. Dans quelques jours, elle va donner naissance à sa deuxième petite fille, une arrivée imminente préparée avec sa sage-femme. Depuis le début de l'épidémie de Zika, Esther est un peu moins sereine. Donc oui, c'est angoissant. Et à la fois non, parce que c'est un moustique qui est vecteur et on est quand même en Guyane où on a la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya, enfin toutes ces choses-là, on a l'habitude, on a une culture de faire attention. En revanche, dans les antennes de la protection maternelle et infantile, le public est beaucoup plus large. Virginie Bresson, la sage-femme de la PMI Ronjon, s'occupe des femmes enceintes d'une partie de Cayenne, 350 l'an dernier. Avec le Zika, elle fait encore plus de prévention. Ici, on a une population assez précaire à la PMI de la Diconjon. Donc, c'est des femmes qui ont parfois entendu parler du Zika. Certaines prennent déjà des précautions, mais d'autres n'ont eu aucune information sur le Zika, n'ont pas entendu, soit à la télévision, soit à la radio. Et c'est nous qui leur parlons pour la première fois du Zika. Avec 2 échographies supplémentaires, en plus des 3 prévues normalement pendant la grossesse, les médecins peuvent désormais déceler précocement une anomalie du cerveau chez le fœtus. Si moi je vois demain matin une anomalie cérébrale chez un enfant, j'envoie cette dame-là tout de suite à l'hôpital, référer à mes collègues gynéco-obstétriciens pour qu'ils prennent une décision et assurent le suivi. Aucun cas de microcéphalie n'a encore été détecté en Guyane. Des futures mamans sous haute surveillance. Voilà donc pour ce qui est de la situation sur place et il faudra redoubler de vigilance en Guyane car l'épidémie n'est pas terminée et le nombre de malades pourrait bien augmenter. C'est en substance ce que nous explique notre consoeur de Guyane Première, Leïla Chérubin. On la retrouve tout de suite depuis Cayenne. En Guyane, depuis plusieurs jours, la pluie a commencé à faire son apparition avec le risque de prolifération des moustiques vecteurs du Zika, notamment. Chez nous, 3620 cas ont été enregistrés, principalement dans les secteurs de l'île de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Ce qui est paradoxal, c'est que la région de l'Oyapock, frontalière avec le Brésil, qui est tout de même le premier pays touché par le virus, a longtemps été épargné par le Zika. L'Oyapock est passé en situation pré-épidémique il y a à peine 10 jours. Quelques mots à présent sur la situation de notre voisin, le Suriname. 4 décès liés au Zika ont été recensés. Dans le pays, on parle d'au moins 40 000 personnes infectées par le Zika. Mais là, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions car le dépistage ne se fait pas de façon systématique. C'est aussi le cas en Guyane. Désormais, la confirmation biologique est réservée aux personnes fragiles, aux personnes ayant eu des complications ou encore aux femmes enceintes. Elles sont 165 à avoir contracté le virus du Zika ici en Guyane. Annabella Fayou, comment expliquer que le virus soit si virulent au Brésil, je rappelle qu'on va le voir en détail tout à l'heure, et ne se soit pas propagé du côté de Saint-Georges de l'Oyapock, tout juste à la frontière avec le Brésil? Mais écoutez, ça va être lié à la densité de moustiques. Non, dans une situation au Brésil, on a une forte densité de population humaine qui vit en fait en ville où se trouvent les gîtes nécessaires au développement du moustique Aedes aegypti. Vous avez de l'autre côté, en Guyane, à Oyapock, une moins importante densité de moustiques, surtout à Aedes aegypti. Donc forcément, quand il y a moins de moustiques, il y a moins de transmission. Donc en fait, ça prouve bien que la clé est liée aux moustiques. Et dans une situation aussi en Guyane, où vous avez le paludisme. Donc les gens qui ont de la fièvre, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Donc peut-être ils ont du paludisme, peut-être ils ont du Zika, mais ils ont tellement été confrontés souvent avec le paludisme. Il faut rappeler que le paludisme tue.
Il y a presque 1 million de morts chaque année et on vit avec ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Zika prend le devant de la scène, mais il ne faut pas oublier aussi les autres maladies vectorielles. Est-ce que ce scénario que vous venez d'évoquer concernant le Brésil et l'Oyapock est applicable à la Martinique et la Guadeloupe? Beaucoup de cas en Martinique, très peu en Guadeloupe, pourtant ce sont des îles sœurs. Oui, tout à fait. C'est une situation qu'on ne comprend pas tout à fait, puisqu'en fait, nous avons, en laboratoire, testé les moustiques de Guadeloupe et testé les moustiques de Martinique. En laboratoire, sont tous les deux capables de transmettre le virus. Donc forcément, il y a d'autres facteurs qui interviennent, qui font la différence entre les deux îles. Et donc forcément, ça explique que la situation du Zika n'est pas si simple que ça. Facteurs que l'on connaît déjà? Pardon de vous interrompre. Il y a des facteurs qu'on connaît, il y a des facteurs qu'on ne connaît pas. Il peut y avoir la température, le climat, l'humidité qui infectent le développement du moustique. En affectant le développement du moustique, ça affecte aussi la transmission. Donc ça se joue à des détails, parce qu'en termes de climat, de température, Martinique et Guadeloupe... Il n'y a pas seulement la température moyenne qui est importante, il y a la température, les fluctuations jour et nuit qui sont importantes. Il y a aussi le nombre de jours où on a une certaine température qui est importante, parce que l'écologie du virus va être liée à l'écologie du moustique. Très bien. Docteur Baud, des spécialistes américains ont récemment évoqué d'autres complications que la microcéphalie. Problèmes ophtalmologiques, cas de prématurité, et tout cela pas uniquement en début de grossesse. Alors, cas de prématurité, non. Il n'y a pas de cas rapportés de prématurité induit par le virus Zika. Par contre, oui, les microcéphalies, les calcifications cérébrales, l'arrêt du développement du cerveau, oui. Et puis, comme l'œil, la rétine est un prolongement du cerveau, le virus atteint aussi cet organe-là. De manière très étrange, le virus ne s'attaque qu'au cerveau. Et on n'a pas retrouvé de virus dans d'autres organes, tels le foie, qui est souvent attaqué par exemple, la toxoplasmose, le CMV, d'autres pathogènes qui peuvent infecter le fœtus. Jean-Daniel, c'est un virus particulièrement coriace, en fait. Oui, puis il a l'air de beaucoup aimer les tissus nerveux, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle des syndromes de Guillain-Barré, c'est-à-dire des paralysies qui commencent par le bas par les pieds et qui remontent. Et c'est étonnant de voir un virus qui a une sorte de tropisme, une envie comme ça de s'attaquer au développement des tissus nerveux. C'est pas très fréquent. C'est tout à fait... Il y a certains virus qui infectent que certains types cellulaires. Là, effectivement, c'est frappant dans un fœtus qui est d'un point de vue immunitaire assez faible que d'autres tissus ne soient pas infectés, effectivement. Alors on l'a dit en filigrane depuis le début de cette émission, le Brésil est à ce jour le pays le plus durement touché par l'épidémie. Regardez ce chiffre, au moins 1,5 million de personnes ont contracté le virus là-bas depuis 2015. Les cas de microcéphalie s'y comptent par ailleurs par centaines. Escale donc au Brésil afin de voir, d'entendre aussi cette population qui, vous allez le voir, en fonction de son rang social, tente à sa façon de faire face au Zika. Sophie Lonneté. Rio, ses plages et le Zika. En 5 mois, l'épidémie a déjà touché plus d'1 500 000 Brésiliens. Dans le même temps, chez les nourrissons, le nombre de microcéphalies a été multiplié par 6. Les futures mères ont peur. Surtout dans les favelas, où pullule le moustique vecteur de la maladie. La ville compte 900 bidonvilles comme celui-ci, où s'entassent plus de 2 millions de carioca. Pas de collecte de déchets, des passoires en guise de canalisation. Fernanda, enceinte de 7 mois, vit un calvaire. Avant de me coucher, je mets de l'anti-moustique. J'évite d'ouvrir les fenêtres pour que les moustiques n'entrent pas. Surtout que tout près de chez moi, il y a plein d'endroits avec de l'eau stagnante. Je me protège comme ça. Je mets toujours le ventilateur au pied de mon lit aussi. Et de l'anti-moustique sur tout le corps et sur tous les vêtements. Les répulsifs, une arme plutôt faible, question de moyens. Mais dans les quartiers favorisés de Rio, les femmes enceintes ne lésinent pas sur les dépenses pour se protéger des moustiques. Paula attend un enfant depuis 5 mois durant lesquels elle a adapté son appartement à la menace Zika. Ces moustiquaires, on les a installés en décembre dernier, quand la situation est devenue inquiétante. On en a mis dans toute la maison, sur toutes les fenêtres. Et on a aussi installé 2 climatisations supplémentaires, dans la chambre où il n'y en avait pas et ici, dans le salon. Et on les laisse allumer quasiment 24 heures sur 24. Un peu partout dans le pays, certaines vont même jusqu'à avorter illégalement. Ainsi, le Zika remet au cœur du débat national la question de l'IVG,
interdite au Brésil. Une situation que l'on comprend d'autant mieux puisque le Brésil enregistre quelques 4000 cas de microcéphalie. Docteur Beau, avant l'épidémie au Brésil, le virus n'inquiétait clairement pas le reste du monde. Pourtant, il y avait eu la Polynésie, durement touchée par le Zika. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'une histoire d'éloignement géographique, de chiffres trop peu parlants peut-être ? Pas seulement. La Polynésie est une île, est un ensemble d'îles avec environ 250 000, 300 000 habitants. Si vous imaginez que le virus fait des dégâts chez les femmes enceintes infectées au premier trimestre principalement, et que seul 1% de ces femmes enceintes au premier trimestre vont développer un fœtus avec une microcéphalie, sur l'ensemble de cette île, ça ne représente pas beaucoup de cas. Il y a quand même la moitié de la population qui était touchée. Il y avait des syndromes de Guillain-Barré dont on va parler en détail tout à l'heure. Mais comme on ne connaissait pas encore très bien ce virus, il y avait eu quelques appels pour faire attention à ce virus, mais on ne le connaissait pas encore très bien, on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait induire. Et c'est que quand ce virus a atteint une population beaucoup plus grande, le Brésil, où là, 1% de plusieurs millions, ça représente un certain nombre de cas. Oui, d'emblée, ça prend des proportions, évidemment. À capter, c'est là que la Polynésie a regardé ces cas et a vu la même chose qui a été vue au Brésil, une augmentation de 20 fois du nombre de cas de microcéphalie. Donc c'est aussi une affaire de chiffres, finalement. Et puis il y a surtout cette échéance de l'été 2016. Précisément, les Jeux Olympiques. Est-ce que, par exemple, vous auriez vous suivriez une jeune femme, si vous suivez une jeune femme à Lausanne qui est en début de grossesse, vous lui conseilleriez d'aller au JO si elle a envie d'y aller ou pas ? Normalement, en début de grossesse, on n'est pas tellement dans un état où on va participer aux Jeux Olympiques. Non, comme spectatrice. Je sais pas. Donc, enfin, peut-être plus qu'à la fin. J'ai bien pensé. Mais je pense non. Il faut éviter tout voyage en zone endémique lorsqu'on est enceinte actuellement ou lorsqu'on prévoit de l'être. Annabella Fayou, est-ce que l'on sait comment le virus est arrivé au Brésil ? Il y a eu pas mal de rumeurs. Humeur Info, on ne sait plus trop. Il a été question d'athlètes venus du Pacifique en 2014. Est-ce qu'une analyse génétique permet aujourd'hui de savoir ce qu'il en est ? Oui, parce qu'en fait, si on se base sur les rumeurs, on ne sait jamais rien. Donc on s'est basé en fait sur les virus. On a prélevé le virus de Polynésie et prélevé le virus du Brésil. On les a comparés. On a vu en fait qu'ils étaient très proches. Donc tout à fait, le scénario de dire que des athlètes polynésiens ont pu introduire le virus en Brésil est tout à fait plausible, oui. D'accord. On n'a pas encore évoqué, juste avant, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Jean-Daniel. Vous avez parlé des JO. Annabella Fayou, est-ce qu'on doit véritablement s'inquiéter énormément? Les JO, c'est en août, c'est demain. Il va y avoir des milliers, des millions de personnes de multiples nationalités qui vont se déplacer au Brésil, puis retourner dans leur pays respectif. Est-ce qu'on doit s'alarmer ? Bon, on doit s'alarmer dans le sens où, en fait, on va se retrouver en plein été. En plein été, c'est la saison des moustiques, il y a des moustiques partout. Donc forcément, en fait, on va avoir une épidémie qui est en cours. On ne sait pas si on est au pic épidémique et que ça va décroître. On n'en sait rien. On est là avec une espèce de bouillon de culture où il y a des tas de gens qui vont venir de l'extérieur qui n'ont jamais été confrontés au Zika, et notamment des Européens qui vont venir au JO. Donc forcément, en fait, c'est une espèce de bombe à retardement pour lesquelles, à partir de Rio ou du Brésil, il peut y avoir des cas qui vont se disséminer un peu partout. Et comme là où ils vont aller, ces personnes, ils vont peut-être être confrontés à des densités de moustiques qui vont être compatibles avec une transmission, et surtout dans l'hémisphère nord, qui va entrer en saison de moustiques. Donc il ne faut plus que jamais être... Pardonnez-moi, mais le Comité international olympique a envoyé une mission ces derniers jours à Rio, et le message officiel, je dis bien, c'est tout est réglé, tout va bien, pas de panique. C'est-à-dire que l'information va être tronquée et elle sera certainement très en dessous de la réalité. Autorités qui ne peuvent pas se permettre, d'un point de vue économique, d'avoir une autre communication, évidemment. Alors, on n'a pas encore évoqué une autre conséquence de ce virus, du Zika. Il s'agit du syndrome de Guillain-Barré, des troubles neurologiques que nous allons tenter de mieux cerner dans un instant. Mais d'abord, pourquoi le syndrome porte-t-il ce nom ? Je vous propose cet éclairage historique de Pierre Lacombe. C'est lors de la Première Guerre mondiale que le syndrome de Guillain-Barré a été mis en évidence. Au centre neurologique militaire, 2 médecins sont confrontés à une maladie grave qui provoque dans un premier temps une paralysie des jambes. Le directeur de ce centre, Georges Guillain, et son ami neurologue, Jean-Alexandre Barré, décrivent précisément, en 1916, ce syndrome auquel ils donnent leur nom.
Un siècle plus tard, à Tahiti, le nombre de cas de cette maladie rare explose. En pleine épidémie de Zika, le centre hospitalier recense 42 cas contre 3 à 5 habituellement par an. La première chose qui a attiré notre attention, c'est que certains adultes faisaient des problèmes neurologiques graves, des syndromes de Guillain-Barré, au point que les services de réanimation ont été obligés un peu de pousser les murs pour héberger tout le monde. 2 ans après l'épidémie de Zika en Polynésie, des chercheurs de l'Institut Pasteur à Paris et de l'Institut Mallardet à Tahiti ont publié un article prouvant le lien entre ce virus et le syndrome de Guillain-Barré. Toutefois, l'étude n'explique pas le mécanisme par lequel le Zika entraîne le syndrome. Guillain-Barré n'a pas encore révélé tous ses secrets. Annabella Fayoux, jusqu'ici, arrêtez-moi si je me trompe, ce syndrome pouvait découler d'hépatite, de rubéole ou de rougeole. Comment un moustique peut-il impliquer une telle affection ? Le moustique, c'est-à-dire en fait le virus, parce qu'en fait le moustique va injecter le virus. Donc ce virus va être à l'origine de ce genre de syndrome. Il y a des cas, les cytomégalovirus, il y a d'autres virus qui peuvent induire ce genre de pathologie, mais à des proportions vraiment très très faibles. Là, on a explosé un peu le tableau là, au niveau de la Polynésie. Et l'expérience de la Polynésie est importante parce qu'en fait, grâce à ce qui s'est passé, enfin entre guillemets grâce, on a pu en fait essayer de décrypter les phénomènes et pour pouvoir aider en fait l'Amérique du Sud à pouvoir être mieux préparé à ce qui se passe actuellement. Et en fait, en Polynésie, c'était une grosse épidémie, mais juste avant ça, vous avez l'île de Yap, où il n'y avait pas du tout de cas importants. Donc c'est pour ça que Guillain-Barré dans le Pacifique, personne n'y faisait attention, parce qu'il n'y en avait pas associé à Zika. Donc forcément, c'est venu qu'après. Docteur Beau, est-ce que des facteurs génétiques, ou même Annabella Fayoux, répondez celui qui peut nous éclairer en tout cas, est-ce que des facteurs génétiques peuvent rendre une population plus fragile qu'une autre face à Guillain-Barré ? Possible, je ne suis pas neurologue, je suis juste gynécologue, je ne peux pas répondre. On sait qu'il y a un aspect immunitaire dans le syndrome de Guillain-Barré. Ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on a des antigènes à la surface de nos cellules qui sont très similaires à celles du Zika, et il y a une réaction croisée qui s'effectue et ensuite attaque notre système nerveux. Possible. Possible la même chose au niveau des microcéphalies et des atteintes neurologiques. Est-ce que c'est le virus directement qui attaque le cerveau, ou est-ce que c'est la réponse immunitaire pour défendre le fœtus, qui s'emballe un petit peu trop et qui détruit le cerveau? Alors, Annabella Fayoux évoquait l'île de Yap tout à l'heure. Pour mieux comprendre le Zika précisément, 5 souches du virus ont été testées par les chercheurs, testées entre 1947 et 2015, car il n'y a pas une épidémie, mais des épidémies. Il faut dire que le virus a beaucoup voyagé, beaucoup sévi ces dernières décennies. On va jeter un œil précisément à la progression du virus à travers le monde depuis son apparition avec Cécile Baquet. L'histoire de ce virus commence dans une forêt qui lui donna son nom, Zika, une réserve naturelle située en Ouganda, en Afrique. Le cas d'un singe infecté par ce virus a été rapporté en 1947. Le Zika est ensuite passé chez l'homme dans les années 50. Longtemps cantonné à l'Afrique, le virus a fait le grand saut en 2007. Sur l'île de Yap, en Micronésie, 5000 cas ont été recensés. 6 ans plus tard, on retrouve le Zika en Polynésie. Cette fois, le virus atteint 55 000 personnes et on commence à parler de ses complications, le syndrome de Guillain-Barré et la microcéphalie des fœtus. En mai 2015, le Zika provoque cette fois une épidémie au Brésil. Plus de 1 500 000 cas. Il s'offre alors un large tour de l'Amérique latine et des Caraïbes. Colombie, Salvador, Guyane, Guadeloupe, Martinique. Les scientifiques craignent maintenant une arrivée du Zika dans l'océan Indien, notamment à La Réunion et à Mayotte. Alors comment s'expliquent ces pauses dans le voyage du moustique? Comment un virus reste-t-il en sommeil avant de réapparaître un jour quelque part? En fait, un virus ne réapparaît pas. Le virus il est lié à un hôte, soit l'homme, le singe et le moustique. Donc forcément, s'il y a une transmission, ça circule entre ces différents partenaires. Et quand il n'est plus là, ça veut dire qu'il a disparu, il est parti. Donc en fait, il y a eu des réintroductions par la suite parce qu'il y a des centres pour lesquels le virus circule tout le temps. Et notamment en Afrique, c'est le berceau d'origine du virus Zika. Et le virus Zika, là, il circule entre les populations de singes et des moustiques qui ne piquent pas l'homme, qu'on appelle des moustiques zoophiles. Et de temps en temps, on fait des sorties du virus de
ce cycle sauvage qui va donner des émergences liées à un moustique et à Aedes aegypti qui pique que l'homme. C'est là la force de ce moustique, parce que c'est un moustique qui prend des repas de sang que chez l'homme. Donc forcément, il va transmettre tout ce qu'il peut à l'homme. Jean-Daniel, s'agissant de la progression du moustique, l'île de Porto Rico, rattachée aux États-Unis, est en alerte. Ben oui, c'est d'ailleurs ce qui inquiète beaucoup le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta et qui fait que les Américains disent qu'il va falloir vraiment s'occuper du Zika. Et d'ailleurs, ils sont en train de débloquer beaucoup d'argent parce qu'ils ont peur non seulement pour Porto Rico, mais aussi pour une partie du sud des États-Unis qui est quand même, il faut dire, un pays de marécages et de moustiques. Il y a une prise de conscience, je dirais, assez brutale et assez réactive à l'américaine, pour une fois. D'autant que la situation économique à Porto Rico ne va pas permettre une lutte véritablement efficace. Non. Alors on l'a vu tout à l'heure, l'une des escales du moustique vecteur du Zika a été la Polynésie. L'archipel a connu une épidémie de grande ampleur. C'était entre octobre 2013 et février 2014. Plus de la moitié de la population a contracté le virus. Polynésie qui, à l'échelle française, aura été une sorte de patient zéro. Voyez ce reportage signé Lucille Guichet et Gilles Hucot de Polynésie Première. Octobre 2013, le service des urgences de l'hôpital de Tahiti reçoit 20% de patients en plus et fait face à des symptômes nouveaux. Une forte fièvre associée à un œdème des mains, des éruptions cutanées et souvent une conjonctivite. La plupart du temps, ça se passait bien, c'était assez bénin. Le problème est survenu à peu près pour les gens qui avaient eu le Zika une semaine ou 15 jours après, avec des troubles neurologiques pour certains, avec une augmentation en fait d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui d'habitude est une maladie plutôt rare. Plutôt rare, environ 2 cas par an habituellement en Polynésie. Après l'épidémie de Zika, 42 cas de Guillain-Barré se déclarent en 2 mois. La maladie touche le système nerveux. Elle se manifeste par une paralysie des membres inférieurs et remonte peu à peu. C'est une urgence neurologique. La moitié des patients récupèrent totalement en 3 mois. Mais les autres développent une forme grave avec des complications respiratoires et sont hospitalisés en réanimation. Le service est débordé. Notre urgence, c'était de réussir à accueillir tous les patients qui allaient avoir besoin de réanimation sur cette période-là, en sachant qu'on avait une réanimation qui était déjà pleine, parce que on fonctionne avec ou sans Zika, on a toujours des patients qui sont dans la réanimation, et que le Zika a fait qu'on a eu un afflux de patients. Des patients qui avaient les syndromes de Guillain-Barré, mais des patients qui avaient aussi des maladies décompensées par la maladie Zika qui s'est surajoutée. En février dernier, une équipe de médecins publie la première étude démontrant le lien entre le Zika et le syndrome de Guillain-Barré. Ils sont 12 spécialistes polynésiens à avoir signé cet article, dont 2 neurologues de l'hôpital. En 2013, ils voient arriver les premiers syndromes de Guillain-Barré, mais pas seulement. D'autres complications neurologiques liées au Zika, des crises d'épilepsie ou encore des myélites et des encéphalites qui touchent la moelle épinière ou le cerveau sans séquelles. Des formes graves, mais aucun décès à déplorer. Alors aujourd'hui, les neurologues restent prudents. Toutes les infections virales et notamment les infections de la même famille, le chikungunya, la dengue, ou des infections virales plus communes comme la grippe, apportent chaque année leur lot de complications, qu'elles soient neurologiques ou autres. Et donc il faut aussi ramener la crainte que cette épidémie de Zika suscite au risque réel de complications graves rapportées. Autre conséquence aujourd'hui prouvée, les malformations congénitales. Les pédiatres constatent un nombre anormalement élevé d'atteintes cérébrales chez le fœtus. Une femme contaminée par le Zika pendant le premier trimestre de sa grossesse a 1% de risque de donner naissance à un bébé microcéphale. Cela paraît peu, mais c'est 50 fois plus qu'en temps normal. En général, ce sont des enfants qui ne vont pas s'éveiller, qui n'auront pas de contact, qui ne vont pas tenir assis ni marcher, donc qui vont être un peu dans un état grabataire. Certains arrivent à s'alimenter, d'autres de moins en moins et peuvent faire des fausses routes lors de l'alimentation. On n'est pas sûr que la plupart entendent ou voient, puisque l'atrophie cérébrale peut toucher le cerveau avec les zones concernées et les nerfs optiques et acoustiques. Et donc le développement cérébral, neurologique et comportemental de ces enfants est fortement compromis. Et le Zika n'a pas encore livré tous ses secrets. D'autres études restent en cours concernant notamment des dysfonctionnements du tronc cérébral, entraînant des troubles de la déglutition chez le nouveau-né. La moitié de la population polynésienne aurait été infectée par le Zika.
Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis mi-2014. Mais le virus peut réémerger dans quelques années, comme pour la dengue. Annabella Fayou, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur. On a entendu à l'instant que le virus peut réémerger dans quelques années. Est-ce qu'une reprise de l'épidémie est effectivement possible? Et quand on dit quelques années, finalement, c'est quoi? C'est à court terme, à moyen terme? En fait, vous avez un virus qui est de génotype asiatique. Il y a deux autres génotypes. Les génotypes africains, est-africain, ouest africain. Donc, quand on a contracté le Zika, on est protégé quasiment à vie vis-à-vis d'un génotype. Donc, on est immunisé, c'est cela? On est immunisé. Donc, forcément, s'il y a une autre épidémie de Zika, ça va être lié à un autre génotype. Mais ceci dit, quand on a contracté le Zika, on est vraiment très bien protégé, et quasiment toute sa vie, oui. Très bien. Donc, ça veut dire que la moitié de la population en Polynésie avait été touchée. Uniquement l'autre moitié est théoriquement exposée au même virus. Docteur Beau, en quoi cet exemple polynésien permet aux spécialistes dont vous faites partie d'avancer sur les conséquences liées au Zika, les conséquences du Zika? Je crois qu'il y a eu l'exemple d'abord brésilien qui a soulevé le problème, qui a permis ensuite à la Polynésie de regarder ces chiffres et de constater que ce qui avait été constaté au Brésil était tout à fait identique. Ceci permet, j'espère, pour l'Amérique du Nord, pour l'Europe éventuellement, de se préparer, de préparer les centres de médecine materno-fœtale à une augmentation éventuellement d'échographie, au centre de réanimation, de pouvoir prendre en charge ces Guillain-Barré. Jean-Daniel, d'un point de vue purement politique, parce qu'on va y arriver, comment expliquer que la Polynésie se soit retrouvée seule face à elle-même, face à cette épidémie à l'époque? Je pourrais vous dire que c'est loin, quoi. Enfin, c'est terrible à dire, mais je crois que malheureusement, alors que techniquement, médicalement, biologiquement, les gens ont fait un travail formidable, eh bien, ce travail a été ignoré en métropole, et c'est loin des yeux, loin du cœur, et c'est tout à fait regrettable. L'un des médecins avait d'ailleurs dénoncé cela. Oui, je pense surtout au formidable travail de l'équipe de Didier Musso. Bien sûr, précisément, je faisais allusion à Didier Musso, qui ont signalé le problème il y a plusieurs années, et ça peu d'impact peut être entendu. Il faut dire que, par un exemple, lorsqu'il y a eu des réunions récemment, enfin les premières réunions en France métropolitaine sur la question du Zika, on a oublié tout simplement de demander l'expertise de Didier Musso, ce qui est quand même tragique, quoi. Ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas concernant la Martinique, qui s'est rapprochée de la Polynésie afin de mieux lutter contre ce virus. L'Organisation mondiale de la santé a recensé quelques 67 compagnies et institutions de recherche engagées contre le virus du Zika. Regardez, 31 sur le diagnostic, 18 sur la recherche de vaccins, 8 sur le traitement et 10 sur le contrôle du moustique. Il s'agit donc d'un virus, vous le voyez, qui fait clairement l'objet de recherche. On en parle depuis tout à l'heure. Pour autant, à l'échelle nationale, la gestion du Zika par le gouvernement a souvent été décriée. Les déclarations de la ministre de la Santé, pas toujours bien perçues. Retour donc sur les différentes prises de position de Marisol Touraine avec Naïsa Ripon. Depuis le début de l'alerte au virus Zika, la communication de Marisol Touraine sur l'évolution de l'épidémie a été marquée par des couacs. Mercredi, à la sortie du Conseil des ministres, nous avons tenté de l'interroger pour faire le point sur la situation dans les départements ultramarins. Un petit mot sur le Zika aux Antilles. Mais elle n'a pas souhaité s'exprimer. Sa gestion de la crise a souvent été décriée. En cause, une maladresse commise au micro de France Info. Retour sur ses déclarations et ses annonces. Des femmes qui sont en métropole, ici sur le territoire français en métropole, et qui ont prévu d'aller en Martinique, à la Guyane où il y a aussi l'épidémie, ou dans les territoires d'outre-mer. Si elles sont enceintes, je leur recommande de différer leur voyage. Demandez aux femmes enceintes qui sont en région hexagonale de ne pas se rendre aux Antilles et dans les zones impactées. Quid des femmes enceintes sur les territoires ultramarins? Dans les territoires d'outre-mer frappés par l'épidémie de Zika, j'appelle les femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse à consulter très régulièrement un professionnel de santé, leur médecin traitant, leur gynécologue, qui a reçu des informations spécifiques. Le tourisme bat son plein en Guadeloupe, mais moi je suis ministre de la Santé. Et ma responsabilité, c'est de ne rien cacher. Les hôpitaux ont besoin de renforts, notamment ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Des échographes supplémentaires vont être apportés.
Depuis sa maladresse, Marisol Touraine a tenté de rectifier le tir. Pas sûr qu'elle ait réussi à convaincre et rassurer les habitants des régions concernées par l'épidémie. Jean-Daniel Flézaquier, je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste santé-médecine à France Télévisions. Est-ce que selon vous, le gouvernement français a pleinement conscience de la menace à l'heure où l'on parle? Alors je pense qu'on rattrape le retard. Mais vous savez, nous sommes dans un pays qui n'a pas une grande culture de la santé publique, hélas. On est très fort pour traiter, un peu moins pour prévenir. Et il est évident que, comme le disait David Beau, il faut pouvoir offrir dans des zones d'épidémie où la maladie est très présente, pouvoir offrir des soins de qualité, notamment pouvoir faire tous les mois à toutes les femmes enceintes une échographie. Ça suppose du matériel, ça suppose aussi des médecins capables ou des sages-femmes qui sachent lire les échographies. C'est pas seulement envoyer du matériel, il faut aussi mettre les moyens humains. Oui, il faut aussi des moyens humains. Et je pense que c'est un minimum de devoir qu'on a vers les territoires ultramarins de fournir ces moyens et de faire en sorte qu'on puisse mener sereinement une grossesse sans avoir cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête. Il faudrait suivre toutes les femmes enceintes. Donc, Annabella Fayou, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, 30 des 52 États américains hébergent actuellement le moustique vecteur du Zika. Quid de la France ? Écoutez, en France, vous avez le fameux Aedes albopictus qui est là depuis 2004. Il est présent aujourd'hui dans 30 départements. C'est ce qu'on appelle le moustique tigre ? Voilà, exactement. C'est le moustique tigre dans 30 départements du sud de la France. À titre d'exemple, ce moustique se propage très très vite puisque l'an dernier, il était dans 20 départements de France. Donc en une année, il a conquis 10 départements. Donc ça, c'est énorme. Et parce que ce moustique, en fait, il sait passer l'hiver. Il va s'épasser l'hiver, il va attendre les beaux jours, c'est-à-dire bientôt, là, où les moustiques vont sortir et ça va coïncider avec les vacances scolaires. Les gens vont partir, ils vont aller en vacances, surtout au soleil et surtout là où il y a du Zika. Et donc, ils vont revenir en plein boom de moustiques dans le sud de la France. Docteur Beau, s'agissant des rapports sexuels, quelles précautions si l'on a le Zika ou si l'on a voyagé dans des zones à risque ? Alors, s'il y a une absence de contraception et un désir de grossesse, il faut retarder, je pense, la grossesse. C'est la première chose. S'il y a une bonne contraception, pas besoin de se protéger. S'il n'y a pas de contraception, il faut prendre le préservatif. Il faut utiliser le préservatif. Retardé de combien ? Alors ça, on ne sait pas. Pour le moment, on dit entre 3 et 6 mois. On attend des données supplémentaires au niveau des différentes études qui sont en cours. Je pense que ça paraît raisonnable, 3 à 6 mois pour le moment. Vous parlez de protection, mais ça veut dire par exemple le port du préservatif dès le début du rapport, parce qu'on peut très bien avoir dans les premières sécrétions aussi la présence du virus. Et ça veut dire aussi le port du préservatif pour les rapports fellation, enfin sexe oral. Tout à fait. Tout à fait. On sait que le sperme contient énormément de particules virales, beaucoup plus que le sang. On ne sait pas si les autres sécrétions contiennent aussi du virus, mais c'est tout à fait possible. Donc préservatif dès le début, mais justement, et pour tout type de rapport. Les travaux de Didier Musso, il a mis en évidence la présence de virus aussi bien dans le lait maternel et ensuite dans la salive. Il faut faire attention à toutes les sécrétions, voilà, en fait, quelles qu'elles soient. Exactement, oui. Et vraiment insister sur cette nécessité du port du préservatif quand on revient de zones contaminées et qu'on a eu, par exemple, des symptômes, ne serait-ce que un petit peu de ce qu'on appelle un rash, c'est-à-dire des éruptions sur la peau ou des douleurs articulaires ou de la fièvre. Il faut considérer qu'on est possiblement porteur du virus. L'absence de symptômes. Oui, peut-être même plus. Puisqu'on l'a vu, c'est asymptomatique dans 80% des cas. Petite précision, vous avez abordé la fellation. Puisqu'il est question de sécrétion, de présence du virus dans les sécrétions, est-ce que c'est la fellation en elle-même qui est potentiellement dangereuse ou c'est l'éjaculation après une fellation qui peut être dangereuse dans ce cas? L'éjaculation, certainement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de particules virales. Les sécrétions au début du plaisir sexuel, possible. Donc dans tous les cas, c'est potentiellement dangereux, donc une protection utile. Et vraiment dès le début du rapport. Pas s'amuser, entre guillemets, à retarder le moment où on met le préservatif. Le virus peut rester... pour l'instant, on a on a documenté de 24 à 62 jours la présence
de particules virales dans le sperme. Qui reste assez longtemps. Alors, on va avancer un peu et pour évoquer un aspect un peu plus économique en lien avec ces différentes épidémies qu'ont connues l'outre-mer notamment, je vous invite à prendre connaissance de ces chiffres. Regardez, à l'époque du chikungunya sur l'île de la Réunion, le nombre d'arrêts maladie avait doublé, 5 000 début 2005, plus de 10 000 en 2006. Et voyez, plus de 6 arrêts maladie sur 10 étaient liés au chikungunya. Tous les secteurs d'activité ont été touchés. L'épidémie avait largement pesé sur l'économie réunionnaise. On va en parler dans un instant, mais d'abord retour en chiffres et en images sur cette épidémie avec Géraldine Blandin. Voilà, donc ça. Le premier cas de chikungunya enregistré à La Réunion date du 22 février 2005. Les autorités locales estiment alors que la maladie est bénigne et que l'hiver austral aura raison du moustique, vecteur du virus. En swahili, chikungunya signifie celui qui marche courbé en raison des douleurs musculaires caractéristiques qui obligent le malade à adopter cette posture. Fin novembre 2005, après l'hiver austral, ce sont plus de 4500 personnes qui sont contaminées. Chaque semaine, en moyenne, 200 nouveaux cas sont recensés. Le moustique, l'Aedes allopictus, a finalement résisté à l'hiver. Et début 2006, l'épidémie explose. Les arrêts de travail liés au chikungunya se multiplient, plus de 6000 fin 2005. Mais c'est la région du Sud qui détient le record avec 36% d'arrêts de travail causés par le virus. Un plan Vigie-Moustique est alors mis en place par les autorités locales qui reconnaissent avoir sous-estimé le problème. Les consignes sont simples, nettoyer cours et balcons pour éviter la prolifération des larves, utiliser des serpentins et des produits répulsifs. En avril 2006, le virus a infecté plus de 200 000 personnes, soit plus d'un tiers de la population de l'île. 6 personnes seraient également décédées du chikungunya. L'épidémie disparaît peu à peu. Depuis, la Réunion est épargnée jusqu'en mars dernier, où un cas de Zika a été importé. Aussitôt, des mesures de prévention ont été mises en œuvre par les services de l'Agence régionale de santé et par l'Institut de veille sanitaire, évitant ainsi une nouvelle épidémie. Voilà, et en duplex de l'île de la Réunion, on retrouve comme prévu Patrick Cerveau. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission spéciale Zika. De très grosses sommes, Patrick Cerveau, avaient été nécessaires après l'épidémie sur l'île de la Réunion pour vendre à nouveau la destination. Vous nous le confirmez ? Tout à fait. Quelques chiffres. Nous étions à peu près à 408 000 touristes en 2005 et ce chiffre est tombé brutalement à 280 000. Et dans ces 280 000, vous avez beaucoup de touristes affinitaires, les touristes d'agrément. Ceux qui vont à l'hôtel ont fui la destination Réunion. Quasiment 80% de notre clientèle a fui parce que les agences de voyage avaient une obligation de conseil, d'information et disaient à leurs clients n'allez pas à la Réunion parce que vous allez être piqué par le moustique et vous allez attraper le chikungunya. Donc c'est quelque chose qui a été dramatique avec des pertes d'emplois, des fermetures d'établissements et il a fallu attendre 2009 voire 2010 pour que la situation revienne à la normale. Patrick Cerveau, vous avez évoqué vous-même à l'instant ces pertes d'emplois dans le secteur touristique notamment. On les évalue à combien? Quels sont les chiffres dont vous disposez? Écoutez, je n'ai pas de chiffres précis à l'heure où je vous parle, mais je pense qu'il faut compter entre 8 à 10 000 emplois globalement sur l'économie de la Réunion. Dans le secteur du tourisme, je pense qu'il s'agit de plusieurs milliers d'emplois, dans la mesure où nous avons beaucoup d'établissements qui ont fermé et de gros établissements qui ont dû fermer leurs portes parce qu'ils n'avaient plus de clientèle. Vous avez brièvement évoqué tout à l'heure le temps qu'il vous a fallu pour vous relever sur l'île de la Réunion. L'épidémie remonte à 10 ans maintenant. Il y a eu la crise du requin entre-temps. Au final, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que la Réunion s'est pleinement remise de cette épidémie de chikungunya? Écoutez, je pense qu'on aurait été beaucoup plus loin si nous n'avions pas eu ces crises. 2 crises successives, la crise du chic et la crise du requin par la suite. Là aussi, quelques chiffres. 2011, 471 000 touristes. Et nous sommes descendus, nous avons dégringolé jusqu'à atteindre en 2014 407 000 touristes. C'est pas que la promotion était mauvaise, c'est que l'image de la Réunion collait avec le chic et récemment avec le requin. Là aussi, les agences nous disaient nous ne pouvons pas conseiller la destination Réunion parce qu'on ne peut pas s'y baigner. Chose qui était complètement fausse.
l'occasion pour vous dire que la communication est quelque chose de très important et il faut éviter la cacophonie en matière de communication. Donc nous avons travaillé avec les acteurs locaux pour faire en sorte que la communication, l'information soit mieux maîtrisée, qu'on ne dise pas n'importe quoi dès lors qu'il y a un événement. Surtout qu'aujourd'hui, avec notamment les réseaux sociaux, les informations, les bonnes comme les mauvaises, se propagent à une vitesse très rapide. Très rapidement, effectivement. Un immense merci à vous, Patrick Cerveau, d'avoir été en duplex avec nous depuis l'île de la Réunion. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de l'IRT, île de la Réunion Tourisme. Jean-Daniel Flézaquier, les conséquences ne sont pas les mêmes aux Antilles-Guyane en matière de fréquentation touristique, malgré l'épidémie, malgré les appels à éviter les zones touchées. Force est de constater que le contexte géopolitique, notamment au Maghreb, joue en la faveur de ces départements et collectivités. Ben oui, parce que les zones où aller prendre, je veux dire, entre guillemets, le soleil commence à se réduire comme peau de chagrin. Et il est évident que plus je veux dire, tous nos compatriotes qui travaillent en métropole et qui ont leur famille et qui vont rentrer pour des congés, qui vont revenir avec de ces zones infectées. Donc c'est une réalité. C'est des destinations que les gens aiment parce qu'elles sont belles et qu'on a envie d'y aller. Mais c'est aussi une réalité de santé, comme le disait Marisol Touraine, pas trop maladroitement cette fois-ci. Et il faut également savoir où on va et savoir, surtout si on a un désir de grossesse ou si on est enceinte, qu'on ne va pas dans une zone absolument anodine pour la femme enceinte. Voilà. Surtout si on a un désir de grossesse. Ça, c'est important à rappeler. Hein. C'est surtout si on a un désir de grossesse. Par rapport à la Réunion, je voulais ajouter quelque chose. On a un moustique qui est différent de celui qui est à la Martinique. Hein. C'est le Aedes albopictus. Il est moins compétent que Aedes aegypti pour transmettre le virus Zika. Néanmoins, c'était le vecteur. C'est pour ça qu'il y a énormément de cas en Martinique et quasiment rien à la Réunion. Et surtout que ce moustique, en fait, il est capable de bien transmettre le chikungunya. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où le virus est ingéré par la moustique et qu'il le ressort pour être transmis, il faut seulement 2 jours pour le chikungunya. Et pour le Zika, il faut plus de 7 jours. Ouais. Donc ça explique beaucoup de choses. Alors combattre l'animal par lui-même, est-ce une bonne idée ? Des moustiques génétiquement modifiés lâchés dans la nature au Brésil, leur progéniture n'est pas viable et meurt avant de pouvoir à leur tour transmettre le Zika. Annabella Fayou, est-ce que cette réponse génétique peut être une solution ? Alors, pourquoi il y a cette réponse génétique d'abord ? C'est parce qu'en fait, on a face à nous un moustique qu'il va falloir réduire en densité. Donc, on met de l'insecticide, comme on a vu dans le reportage. Mais en fait, en faisant ça, on va induire des populations résistantes aux insecticides. Donc, il faut trouver des méthodes alternatives. Et ces méthodes alternatives, c'est essayer de modifier le moustique de façon à ce qu'il ne transmette pas ou qu'il ne survive pas. Sauf que ces moustiques, on manipule en laboratoire, ils sont moins compétitifs que les moustiques, entre guillemets, sauvages. Donc, il va falloir essayer d'améliorer cet outil de façon à ce qu'il puisse prendre le dessus du moustique sauvage quand on va relâcher sur le terrain. Alors côté innovation, il y a aussi, il existe aussi ce piège sur lequel je voudrais vous faire réagir, piège de conception mexico-canadienne appelé Ovilianta, à partir de vieux pneus usagés. Et donc naît cette réalisation bon marché écologique pour collecter et détruire les œufs de moustiques Aedes aegypti en l'occurrence. Le but est d'attirer les femelles, elles viennent y pondre, puis les œufs sont détruits. Cela vous inspire quoi ? Ça m'inspire que le pneu, c'est bien, c'est une bonne idée, parce que c'est via le commerce des pneus que ce moustique s'est propagé un peu dans le monde entier. Le pneu, plus de l'eau, plus un insecticide quand même à l'intérieur. Hein ? Oui. Oui, j'imagine. Hein. Bah oui. Donc ça ne change pas tellement les choses, sauf que là, on va peut-être créer des gîtes larvaires et on espère que l'insecticide qui est mis là-dedans va pouvoir être efficace, parce que mettre des gîtes larvaires, que nous-mêmes on le met pour un problème de contrôle et que ces gîtes sont productifs, ça va un peu à l'encontre des objectifs. Hein. En tout cas, partout, on essaie de lutter. Dépôt de vieux pneus et écologie, c'est un peu... Oui, c'est vrai que c'est difficilement conciliable. Aussi, une appli mobile sera lancée en mai prochain au Brésil en vue des JO. On l'a évoqué tout à l'heure. Prévention, diagnostic, géolocalisation des pharmacies. Il y aura une version en français. Utile ? Pas utile ? Des pharmacies, pourquoi faire ? Le vaccin n'existe pas, il n'y a pas de traitement. Pour acheter des répulsifs peut-être, ou pour se donner bonne conscience. Oui, éventuellement acheter des préservatifs, très bonne chose en pharmacie, on recommande. Pas seulement pour le Zika, mais pharmacie, je ne comprends pas très bien. Voilà, en tout cas, je vous invite à découvrir toutes ces innovations en téléchargeant notre application Première. Rendez-vous également sur notre site internet lapremière.fr pour ne rien rater de l'actualité et vous informer au mieux sur le Zika. C'est la fin de cette émission spéciale Zika. Un grand merci à vous
d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à toutes les équipes sans lesquelles cette émission n'aurait évidemment pas été possible. Ici à Malakoff, mais également dans l'océan Indien, Pacifique et Atlantique. La force de notre réseau est là. Très belle soirée, très belle journée en fonction de l'heure chez chacun de vous. À bientôt.